Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission spéciale Printemps de l'Esprit Critique. Le Printemps de l'Esprit Critique, si vous ne savez pas ce que c'est un événement national qui promeut l'esprit critique auprès de tous les publics et sur tous les territoires et qui est porté par Univers Science, ceux qui détiennent la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte à Paris. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver tout le programme du Printemps de l'Esprit Critique sur printemps-de-l'esprit-critique.fr ou en faisant le petit point d'exclamation PEC dans le chat, si vous voulez avoir les infos. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là de nous écouter en direct. N'hésitez pas tout au long de cette émission à poser des questions et interagir dans le chat avec nos invités. Je remonterai les questions avec plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique un peu particulière. C'est l'éducation financière, la socialisation financière, mais on va définir ça ensemble avec les invités. Parce que cette année, la thématique du Printemps de l'Esprit Critique, c'est l'argent. Et donc, c'est pour ça qu'on vous propose ce sujet-là aujourd'hui. Et puis, en plus, on a un panel bien diversifié avec une sociologue, un économiste et un juriste. Donc, je pense que ça va être une discussion super intéressante. Et donc, pour nous éclairer autour de ce sujet, aujourd'hui, je reçois Florent Rombourg, qui est juste à mes côtés. Bonjour Florent. Bonjour Maïna. Je reçois Geoffroy Ayele Ologu, doctorant en économie. Bonjour Geoffroy. Bonjour Maïna. Et je reçois Pascal Molévrier, qui est juste en face de moi. Bonjour Maïna. Qui est sociologue. Donc Florent, donc, tu es maître de conférences en droit public à Nantes Université. Tu travailles notamment sur l'imposition des ultra-riches et l'éducation fiscale. Tout à fait. Geoffroy, tu travailles sur l'éducation financière, donc vraiment notre sujet d'aujourd'hui, et comment elle détermine la manière dont nous construisons notre allocation patrimoniale et comment le degré d'éducation peut créer des inégalités. Et enfin, Pascal, tu as travaillé sur les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, même si c'est plus ton cœur de sujet, tes thématiques de recherche aujourd'hui. Et tu es professeur de sociologie à l'Université de Nantes, chercheur au CENS. Au sens, ça se dit sens. Oui, je ne sais jamais avec ces sigles. Ça se dit sens. Sens CNRS. Donc, tu as travaillé sur les usages sociaux de l'argent et les politiques publiques d'éducation financière. Oui. Voilà. J'espère ne pas m'être trompée. Donc, voilà, avec nos invités, on va commencer par justement ce que je disais au début, définir la question de l'éducation financière, puisque en fonction de notre spécialité, c'est pas forcément toujours la même chose. Enfin, en tout cas, on le nomme pas de la même manière. Donc, je vais juste vous présenter aussi un autre support qui est le baromètre de l'esprit critique, puisque tous les ans, l'Univers Science commande une enquête auprès d'un échantillon de Français sur la thématique annuelle. Et le grand chiffre qui est ressorti parmi les enquêtés, c'était que 4 personnes sur 5 s'intéressent à l'argent, en tout cas, et recherchent des informations sur les finances et le patrimoine. Donc finalement, est-ce que les Français sont-ils éduqués financièrement comment sont-ils? Ils ont l'air de s'intéresser en tout cas à l'argent. Donc, petite question au chat. Et vous pouvez nous le dire par message. Si je vous dis éducation financière, à quoi est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que ça vous fait quel termes, quelles thématiques vous viennent à l'idée? N'hésitez pas à nous le dire dans le chat, puis on pourra en discuter ensemble. Et puis moi, je vais m'adresser à vous. Alors, je donnerai une définition un peu officielle après, mais selon vous, quand on parle d'éducation financière, de quoi on parle? Je commence par Florent, si tu veux commencer. Vas-y. Avec plaisir. Je dirais que c'est les connaissances en matière de gestion de son patrimoine. Et puis, dans un second temps, c'est la capacité aussi à mettre en œuvre ces connaissances. Alors, soi-même, on va en rediscuter, mais soi-même, quand on parle de fiscalité, c'est peut-être un peu compliqué. Je pense en matière financière aussi. Ou alors, capacité aussi donc, à les mettre en œuvre par le biais d'une externalisation avec des professionnels. Et là, c'est tout à fait autre chose parce que peut-être qu'on n'est pas le plus éduqué, mais au moins, on peut se faire entourer des bonnes personnes. Oui, on en parlera un peu après. Geoffroy? Pour définir l'éducation financière, notamment en économie, je vais peut-être introduire la notion de littératie financière qui désigne la capacité des individus à comprendre, à traiter les informations économiques pour prendre des décisions financières éclairées. Et donc,
le processus par lequel on acquiert cette littératie financière, cette capacité donc à traiter les informations économiques pour prendre des décisions financières euh, éclairées, et ben, ce processus, c'est ça qu'on appelle l'éducation financière. Et ça peut prendre plusieurs formes comme les programmes à l'école, les programmes d'éducation financière à l'école. Ça peut prendre également la forme de socialisation, ça peut prendre également la forme de décider tout seul, individuellement, d'aller sur des plateformes et apprendre. Et Pascal, d'un point de vue de sociologue, Alors moi, je dirais que bon, on est d'accord tous les trois de toute façon, mais peut-être que moi j'apporterais une précision parce que, comme le dit Geoffroy, cette histoire de littératie financière là, ça c'est vraiment une notion qui est héritée des pays anglo-saxons, des États-Unis notamment, où là il y a des vraies politiques éducatives, des politiques publiques. On apprend à gérer son argent à l'école. Alors qu'en France, on n'en est pas encore là. Et je dirais qu'il y a peut-être que, en tant que sociologue, ce qui nous intéresse plus, c'est ce qu'on appelle la socialisation économique, à l'intérieur de laquelle, à l'intérieur de ces processus d'apprentissage des manières d'être avec l'argent, de gérer son argent, de le dépenser, de le garder, etc., il y a la question de savoir si on a été éduqué explicitement à la gestion de l'argent. Mais je dirais que l'éducation financière, pour un sociologue, elle est à regarder à l'intérieur des processus plus généraux de socialisation économique. Alors, dans une société comme la nôtre, en plus, qui est une société d'échanges marchands généralisés, donc on n'apprend pas l'argent dans la France contemporaine comme on apprenait l'argent dans la France au Moyen-Âge, et pourtant, il y avait quand même des échanges et il y avait quand même de l'économie. Donc, en fait, voilà, moi, je dirais plutôt que l'éducation financière, en tout cas, pour le sociologue, il essaye de le comprendre à l'intérieur des processus de socialisation économique. et du coup, et puis les politiques qui viennent, qui n'existent pas en France, mais on l'étudie quand même aussi, quel impact ça a. Voilà, juste peut-être dire que les sociologues, certains sociologues, peut-être on en parlera, mais s'intéressent justement aux politiques d'éducation financière. Et là, c'est je dirais que c'est un peu un autre objet de recherche, mais on peut s'intéresser à ces politiques publiques d'éducation financière. En France, pour l'instant, il n'y a pas de politique éducative généralisée comme aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Nouvelle-Zélande, par exemple, où là, ce que je disais tout à l'heure, il y a des politiques scolaires d'éducation financière. Moi, je dirais qu'en France, les politiques d'éducation financière, elles sont plutôt à destination des plus pauvres. Et que c'est plutôt les associations et parfois un peu, alors voilà, les banques se sont emparées de cette question-là, mais c'est pas tout à fait la même chose, voilà. Mais c'est un objet d'étude aussi. Les politiques d'éducation financière, les politiques publiques d'éducation financière sont un objet d'étude des sociologues. Je vois que vous voulez tous les deux rebondir, je sens que vous avez envie de rajouter des choses. Non, mais peut-être juste pour rebondir sur l'aspect fiscal, d'éducation fiscale, je perçois un peu la même chose sur le fait que effectivement les politiques, elles sont à destination plutôt des personnes, on va dire en situation forcément de précarité, mais pas forcément les plus riches, parce que on va lier l'éducation fiscale au civisme fiscal. Alors que on y reviendra, mais il y a peut-être un intérêt à sensibiliser des populations peut-être plus riches à certains comportements qui seraient plus vertueux. Là, je parle vraiment de l'aspect fiscal. De l'aspect fiscal, ouais. Bien sûr. Juste pour apporter une précision, c'est vrai que les pays anglo-saxons ou bien les pays nordiques sont en avance en matière d'éducation financière. Mais il faut dire que la France a quand même adopté depuis 2016 une stratégie d'éducation financière dont la Banque de France est l'opérateur de mise en œuvre. Et c'est dans ce cas notamment qu'a été institué le EducFi, le passeport EducFi, qui permet aux élèves de 4e d'être initiés à l'éducation financière au cours d'une journée dans l'année. Et donc, ça commence un tout petit peu. Ça doit être long. Journée dans l'année, c'est déjà pas mal. Et donc, ça commence un tout petit peu. Peut-être qu'avec le temps, ça va s'accentuer, ça va se densifier. Et par ailleurs, on a parlé tout à l'heure du fait que ce sont les pauvres qui sont les plus ciblés. Mais j'ai envie de dire que c'est normal, puisque globalement, les personnes qui ont une meilleure éducation financière, ce sont celles-là qui ont un meilleur niveau de revenus. Et donc, s'il y en a qui ont vraiment besoin d'éducation financière, ce sont les personnes les plus démunies. Parce que ça veut dire que d'un point de vue, l'éducation financière permettrait... Bon, je m'avance beaucoup dans
de ce dont on va discuter après, mais permettrait d'augmenter son patrimoine, son allocation patrimoniale. J'imagine que c'était un peu ça l'idée derrière, justement, en mettant en place des politiques d'éducation financière. Mais il y a une question qui me vient, c'est quoi les critères qui définissent une bonne ou une mauvaise éducation financière? Puisque là, on a un peu déterminé qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond, mais qu'est-ce qui pourrait déterminer ce qui est une bonne socialisation financière ou une éducation financière? Et pour qui? Voilà. Bah, Ouais. moi, je suis pas vraiment d'accord avec Geoffroy sur le fait que c'est normal de vouloir éduquer les plus pauvres. D'ailleurs, si les politiques d'éducation financière ont fait leur apparition en France, alors très très doucement, hein, depuis 2016, c'est parce que notamment les pays de l'OCDE et l'OCDE avaient pointé du doigt le fait que la France était en retard en matière d'éducation financière. Et donc, je trouve que c'est quand même assez intéressant de voir que la réaction, elle est plutôt en réaction avec finalement voilà, un blâme qui est fait à la France au niveau international. Et en tout cas, moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, parce que peut-être pour répondre à ta question, en fait, c'est quoi une bonne pratique économique? Eh bien, si on considère tous les travaux qui sont faits en sociologie de la pauvreté, par exemple, eh bien, les pauvres, les bons pauvres du point de vue des institutions financières, c'est les pauvres économes et prévoyants. Et donc, voilà, alors que c'est parce que c'est lié à leur niveau d'avoir, hein, et que finalement, eh bien, ils ont une tellement faible solvabilité que du coup, eh bien, on les contraint et qu'il faut les éduquer à rester dans le cadre de cette faire avec ce qu'ils ont et pas avec plus, etc. Alors qu'on sait très bien que être pauvre, c'est aussi être extrêmement contraint dans sa vie quotidienne, et que voilà, parfois les pauvres sont conduits à s'endetter pour simplement survivre, entre guillemets, ou vivre correctement. Et donc, du coup, je dirais qu'il n'y a pas une bonne pratique économique en soi. Mais pourquoi est-ce qu'on cherche à éduquer les pauvres? Moi, j'aurais deux pistes d'analyse à proposer. On cherche à les éduquer, et comme on le fait aujourd'hui dans toutes les politiques publiques et les politiques sociales, c'est-à-dire, voilà, on est plutôt dans une logique d'accompagnement des plus pauvres à l'autonomie, à la responsabilisation. Donc, éduquer à une bonne gestion, entre guillemets, de l'argent, eh bien, c'est les responsabiliser. Et du coup, ça veut dire aussi que l'endettement, le surendettement, eh bien, il est aussi mis au crédit des plus pauvres, quoi. Donc, voilà, on est dans ces politiques de responsabilisation et d'autonomisation. Donc ça, c'est une chose. Et puis, l'autre explication, c'est aussi que finalement, ces politiques d'éducation financière, elles viennent remplacer le don d'argent sans contrepartie à ceux qui en ont besoin. Et donc, voilà, c'est aussi éduquer à emprunter, certes, au niveau de sa capacité de remboursement, mais c'est éduquer à tous ces rouages de la société qui est la nôtre. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas une bonne manière, il n'y a pas une bonne gestion financière ou une bonne manière d'être avec l'argent. Il y a des manières plus ou moins ajustées à la société dans laquelle on vit. Et c'est plutôt une question d'ajustement aux contraintes portées par la société et par les institutions qu'une question de bonne ou mauvaise pratique. Et effectivement, dépenser ou s'endetter plus que son niveau de solvabilité, ça peut être considéré du point de vue des institutions financières et puis des représentations sociales de ce qu'est une bonne conduite financière comme une mauvaise conduite. C'est plutôt une conduite désajustée, effectivement. Juste pour préciser ma pensée, ce que je suis en train de dire, c'est qu'en termes d'éducation financière, les plus riches ne sont pas à plaindre. Puisque, par la socialisation financière, quand vous avez des parents qui sont d'un certain niveau de revenus, vous êtes déjà habitué à manipuler de l'argent, vous avez des copains qui ont un peu de revenus, vous êtes socialisé à l'argent. Et en plus de ça, vous avez l'incitation à apprendre et à vous éduquer financièrement. Parce que vous avez un meilleur revenu et 10% de 1 million, ce n'est pas 10% de 1000 euros. Du coup, vous avez plus de chances de faire de chiffres. Du coup, naturellement ou mécaniquement, ça vous amène à investir dans votre propre éducation financière et donc finalement à avoir un meilleur niveau d'éducation financière de manière globale. Et les études le montrent, globalement, les personnes qui ont une meilleure éducation, qui ont un meilleur niveau de revenus ou qui ont un meilleur patrimoine, ont un niveau d'éducation élevé. Et donc, si pertinence il y a de mettre en place des programmes d'éducation financière, ça ne peut
qu'être vers les personnes les Plus modeste. c'est ça. Mm. Et par ailleurs, l'éducation financière, ben, ça démarre déjà de la nécessité, par exemple, de juste épargner, de mettre de l'argent de côté. Qu'est-ce que c'est l'inflation, par exemple, hein? Ce qui peut m'amener, par exemple, à ne pas laisser mon argent sur mon compte courant. Euh, c'est quoi les intérêts composés? Qu'est-ce que ça peut m'apporter, hein? Ce qui peut m'amener, par exemple, à davantage considérer la nécessité d'investir, ouvrir un compte de livret A ou après investir sur les marchés financiers. Et donc, ça prend également en compte l'endettement et généralement, on montre également que lorsqu'on a une bonne éducation financière, on fait attention à l'endettement, on comprend mieux comment ça fonctionne et, on arrive à se prémunir contre le surendettement. Et pour répondre, pour finir, Vas-y, pour vas-y. revenir à la question de qu'est-ce qui définit un bon programme d'éducation financière, Oui. bah, d'après les recherches, il faut faire attention à ce que le programme d'éducation financière que l'on met en œuvre soit ciblé, Mhm. bien ciblé, un ciblage optimal, parce que les études montrent qu'il y a une disparité selon les caractéristiques sociodémographiques. Par Mhm. exemple, généralement, les femmes qui ont un moindre niveau d'éducation financière, les plus pauvres qui ont un moindre niveau d'éducation financière, ceux qui sont au chômage, etc. Ou bien ceux qui sont en ville, en zone rurale, par exemple. Et donc, quand vous mettez en place un programme d'éducation financière, il est important que ce soit ciblé. Il est important également que ce soit consistant, hein, le programme soit consistant en termes de contenu, que les formateurs soient bien formés, les enseignants, hein. C'est une problématique qu'on rencontre souvent dans la généralisation des programmes d'éducation financière. Parfois, les enseignants ne sont pas bien formés. Il faut également que ce soit continu parce que l'éducation, la connaissance financière se déprécie avec le temps aussi, surtout avec la complexification croissante de la finance, avec les fintech, etc. Oui. Il faut que ce soit continu et voilà, et il faut également que ce soit accessible. L'éducation financière soit accessible à tous. Donc, en gros, c'est Donc, ce que je dirais. Ouais. une séance par an, ça ne suffit pas, Non, j'ai ça ne l'impression. ouais. Mais J'ai- je vais, avant qu'on continue, parce qu'en fait, vous avez déjà soulevé beaucoup de choses et je vais juste donner la définition de l'OCDE sur ce qu'eux, ils considèrent comme étant l'éducation financière pour que tout le monde soit OK. Et il y avait une question après dans le chat que je vais vous faire remonter. Donc, l'OCDE définit l'éducation financière comme le processus par lequel l'individu améliore sa connaissance des produits, concepts et risques financiers et acquiert, au moyen d'une information, d'un enseignement ou d'un conseil objectif, les compétences et la confiance nécessaires pour devenir plus sensible aux risques, aux opportunités en matière, faire des choix raisonnés en toute connaissance de cause, savoir où trouver une assistance financière, prendre des initiatives efficaces pour améliorer son bien-être financier. C'est la définition de l'OCDE. Elle est complètement débattable, mais voilà. Qui est une définition qui me semble être quand même très orientée économiquement, pas très sociologique finalement. Donc, par rapport à ce que a pu nous dire Pascal, voilà. Et la question, mais je pense vous y avez un peu répondu, la question qu'on a de chat, c'est n'est-on pas éduqué par l'argent dans sa famille sans avoir attendu l'école? Et ça me vient un peu à la suite, c'était en fait en fonction de son milieu social, on est éduqué, on a une socialisation financière qui est différente, c'est-à-dire qu'en fonction en fonction de son revenu, on va pas avoir on va pas faire les mêmes choix financiers, quoi. On va avoir plus de possibilités, en tout cas, hein, quand on parle même financièrement, fiscalement, c'est à partir d'un certain niveau de richesse, effectivement, que le champ des possibles va vraiment être là. Après, je pense qu'il faut aussi sortir d'une forme de caricature quand quand on parle de personnes qui ont un certain peu de revenus en tout cas et qui vont avoir des comportements qui ne seraient pas responsables. Je pense que ça, en tout cas, alors j'ai pas peut-être les connaissances au niveau sociologie, mais voilà, moi en tout cas, il me semble que plus on devient riche, plus on va avoir des possibilités, plus on va pouvoir externaliser la gestion de notre patrimoine à des experts qui font ça, pas une journée par an. Et du coup, on n'a pas besoin vraiment d'éducation financière si on externalise. Finalement, pour ceux qui sont bien lotis, en fait.
Oui, Donc, c'est ça. On a quand les vous êtes- moyens on a les moyens, d'externaliser, donc c'est de ça. payer des gens pour le faire à notre Ouais. place. Mais quand on n'a pas beaucoup de revenus, quand on n'a pas beaucoup de moyens, on ne peut pas se le permettre, par exemple. Donc, Oui, mais- Vas-y. non, parce que je trouve que en fait la définition de l'OCDE, et puis peut-être que c'est bien de clarifier ça, et la question du chat nous oblige à le clarifier. C'est-à-dire que là, la définition de l'OCDE, c'est une définition qui dit que à quoi on éduque. Et c'est éduquer à la finance. Donc c'est éduquer aux produits financiers, c'est-à-dire à la manière dont les institutions financières, dans nos pays monétarisés, en fait, eh bien, cadrent, conventionnent ce qu'est la gestion de l'argent. Et donc, effectivement, en France, aujourd'hui, 99% de la population est bancarisée. C'est le cas depuis les années 70. Donc, les institutions financières, elles prennent beaucoup de place dans notre gestion de l'argent. Mais à la fois, elles prennent beaucoup de place et en même temps, les gens ne vont plus du tout à la banque. Tout est en ligne. Quasiment personne ne s'intéresse à ses comptes bancaires tous les jours, en tout cas, etc. Donc, la question de comment on est avec son argent, c'est plutôt une question quotidienne et qui se joue dans des petites interactions sociales parce qu'on n'ouvre pas un livret A tous les jours, on ne fait pas un investissement en bourse tous les jours, même quand on a beaucoup d'argent, etc. Donc, je pense que moi, cette définition de l'OCDE, elle est limitée parce qu'elle fait croire qu'on apprend l'argent simplement par les institutions qui nous apprennent la gestion. Et si on prend la question des plus pauvres, par exemple, il y a très longtemps en France, si on prend le cas français, qu'il y a des conseillères en économie sociale et familiale dans les associations d'action sociale, eh bien, qui aident les plus pauvres, qui sont proches du surendettement ou qui ont des problèmes d'argent, eh bien, à faire des bilans voilà, recettes, dépenses, il va falloir arrêter ça, etc. Donc, moi, je pense que voilà, l'éducation financière, c'est la socialisation économique à l'intérieur des institutions financières ou des institutions à qui on confie l'éducation financière. Dans certains pays, l'école, dans d'autres pays, les associations, les banques, puisque là, c'est le cas. Mais la socialisation économique, elle se joue dans la famille, bien sûr. Mais pas que. Elle se joue dans le couple, elle se joue au travail, elle se joue avec les pairs, comme toute socialisation. Et comme il y a des interactions marchandes partout, elle se joue, la socialisation économique, quand vous devenez un aficionado du Bon Coin. Et là, vous faites des transactions, vous apprenez l'argent. Voilà, les socialisations, elles sont primaires, secondaires, etc. Donc évidemment que le niveau d'avoir de la famille joue. Parce que effectivement, quand vous êtes enfant d'une famille extrêmement aisée, peut-être vous héritez de capital foncier, vous avez voilà, de l'argent qui vient régulièrement sur des comptes. Et puis, c'est pas qu'on vous l'enseigne, mais en fait, vous avez voilà, des dispositions, c'est comme ça qu'on parle en sociologie, des dispositions économiques qui se sédimentent progressivement et qui font que vous allez trouver ça intéressant de faire des investissements, que vous allez être disposé au risque financier, ou au contraire que vous allez avoir la crainte de l'endettement. Et ça, c'est... voilà. Donc, il y a les socialisations, puis il y a parfois... vous pouvez très bien être né dans une famille plutôt riche et puis être dans un processus de déclassement social, savoir investir, mais ou savoir prendre des risques, sauf que là, les institutions, si vous n'êtes pas solvable, si vous avez un ratio de risque trop faible, elles vont vous dire non, non. Donc, les individus ne sont pas tout seuls dans la gestion de leur économie. Et donc, parfois, eh bien, il y a quand même, et aujourd'hui, c'est le cas, les banques, il y a des tas de clients à qui elles vont jamais proposer de crédit, à qui elles vont jamais proposer d'investissement, parce que tout simplement, ils n'ont pas les avoirs suffisants. Donc, ils auront pu apprendre à l'école ce qu'est un produit financier et tout ça, mais jamais ils y auront accès. Donc, c'est pas autonomisable, quoi. C'est ça qui me semble important. Ce que j'entends là-dedans, c'est à partir du moment où il y a de la monnaie, il y a de l'argent, on est socialisé à devoir le gérer, si ce n'est bien ou mal. Mais ça veut dire que s'il y a de l'argent, on a cette obligation. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Notre société est régie par l'argent, mais par la monnaie et des échanges monétaires. Mais ça veut dire que voilà, quoi qu'il arrive, on va être obligé d'apprendre à gérer l'argent qu'on va recevoir entre nos mains, quoi. C'est un peu ça l'idée que je retrouve dans... Oui, ça définit bien ce qu'est la socialisation financière. Mais est-ce que c'est suffisant dans ce monde où la finance occupe une place importante? Est-ce que c'est suffisant pour, par exemple, planifier suffisamment ma retraite? Par exemple, si je suis un sportif et que
ben, je dois partir à la retraite à 30 ans, par exemple. Est-ce que c'est suffisant, la socialisation, pour suffisamment faire un montage suffisant pour que ben, pendant les 40 ans qui restent après la retraite, ben, je puisse avoir de quoi subvenir à mes besoins. Donc, oui, la socialisation, c'est un élément très important de l'éducation financière, mais c'est pas suffisant, en fait, avec, encore une fois, la complexification croissante de la finance et des produits financiers. Ouais. Et globalement, parce que là, on parle des notions financières, donc investir sur le long terme, faire des gros investissements. Globalement, la population, est-ce qu'elle est plus ou moins à l'aise avec enfin voilà, qui est plus ou moins à l'aise avec ça? Est-ce que ou vraiment la majorité des gens, bah, en fait, C'est-à-dire la capacité en soi à pouvoir mettre en œuvre oui, ce ce type genre de... de choses. Oui, enfin, en tout cas, juste pour parler de la fiscalité, c'est sûr que ce type d'investissement, par exemple, je ne sais pas, vous voulez acquérir certaines actions dans des entreprises innovantes pour un gros montant, vous allez bénéficier d'un avantage fiscal qui est assez important et donc ça va faciliter en quelque sorte la mise en œuvre de cet investissement. Ok. Donc effectivement, si vous n'avez pas un niveau de richesse assez élevé, le système en tout cas ne va pas favoriser cette prise de décision. Et est-ce que la réalité est un peu plus, enfin voilà, le terrain, c'est bah, finalement c'est très compliqué de sortir d'arriver à développer son allocation patrimoniale. C'est quand même quand on part de tout en bas, est-ce que c'est pas super difficile d'arriver à bien, enfin de pouvoir investir, de pouvoir justement, enfin développer ce patrimoine finalement. Bah, et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, les personnes qui ont un revenu élevé sont plus incitées à investir, par exemple. Et je pense qu'il ne faut pas accorder ou bien rechercher dans l'éducation financière le rôle qu'elle n'a pas. Si on veut, pour réduire les inégalités et socio-économiques, je pense qu'il y a des facteurs plus importants sur lesquels on peut agir. L'éducation financière, effectivement, on peut contribuer à réduire les inégalités socio-économiques, mais ce n'est pas la panacée, ce n'est pas l'élément central. Ça peut aider à prendre conscience un peu de la nécessité de bien gérer son argent. Et euh, quand on parle d'éducation financière, ce n'est pas forcément une insulte à l'individu. Non, je l'ai un peu entendu en disant, bon, c'est comme une insulte. Pas forcément. On comprend que ben, la finance est compliquée et on doit tous y aller, notamment parce que l'espérance de vie augmente. Et l'espérance de vie augmentant, on passe plus de temps à la retraite qu'en activité. Et donc, il faut être en mesure de planifier tout ça. Il y a aussi le fait que de plus en plus, il y a un passage du régime des retraites par répartition vers le régime de retraite par capitalisation. Donc, vous êtes obligé par vous-même de savoir comment investir et tout si vous voulez avoir une retraite paisible à la fin. Donc, quelque part, on donne des outils aux individus de pouvoir s'en sortir également. Mais là, ça veut dire que du coup, l'État n'intervient plus, c'est-à-dire qu'on responsabilise, on met cette responsabilité sur les individus. Bien sûr. Oui, mais Bien ça, sûr. c'est exactement ce que je disais. Les Bien politiques d'éducation financière scolaire, par exemple, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, eh ben justement, pourquoi ils ont été mis en place? Enfin, parce que c'est des pays à retraite par capitalisation. Donc là, la question, moi, alors là, si on reste dans le champ scientifique, en fait, bah, c'est quand même pas complètement... il faut quand même considérer que là où on éduque financièrement les individus à capitaliser, c'est là où l'État se désengage de la protection sociale. Donc, en France, où l'État n'est pas encore totalement désengagé de la protection sociale, eh bien, on peut quand même faire l'hypothèse que la mise en œuvre, alors certes très douce, etc., des politiques d'éducation financière, elle vise justement à accompagner le retrait de l'État dans d'autres sphères, et notamment les sphères de la protection sociale. Et donc, alors évidemment, je vois bien que nos disciplines regardent ça différemment, mais moi, en tant que sociologue, je ne peux pas dire il faut faire attention à ce que l'éducation financière, ce soit ça, que ça prépare les gens à capitaliser, etc. En tout cas,
En l'état actuel des choses, c'est pas le cas en France. Ces politiques d'éducation financière, elles sont pas inscrites dans l'école notamment, et on n'est pas encore dans les retraites par capitalisation. Non. Mais un des arguments de la mise en œuvre des politiques d'éducation financière dans ces pays anglo-saxons, c'est d'accompagner la retraite par capitalisation. Donc là, moi, je dirais pas plus que ça, mais il y a quand même parce qu'on sortirait du champ académique, du Bien champ sûr. scientifique, mais c'est quand même important de le montrer. Je suis d'accord, mais Et donc, est-ce que la retraite par capitalisation, par exemple, Ouais. c'est un instrument de réduction des inégalités sociales? Je ne suis pas particulièrement sûre. je pense que l'État va de toute façon se retirer de plus en plus, éducation financière ou pas. Et donc, autant l'enseigner. Parce que, et on le voit, c'est de plus en plus également dans le débat politique, le système de retraite par répartition qui ne tiendrait plus. Est-ce qu'il ne faut pas revoir ça? Est-ce qu'il ne faut pas davantage y Oui. intégrer de la capitalisation, etc. Donc, j'ai envie de dire, tôt ou tard, ça va arriver On d'une ne manière sait ou d'une jamais, autre. peut-être que non. Là, c'est une projection sur ce qui se passe actuellement, mais on ne sait pas en fait. Et même si ça n'arrive pas, Tu es bien pessimiste. même si ça n'arrive pas, de plus en plus, les retraités vont trouver qu'ils n'ont pas suffisamment de retraite, Ça s'entend, oui. voilà, de pension. Et du coup, ils seront obligés d'aller vers les complémentaires, vers les supplémentaires. Et s'ils n'ont pas une bonne éducation financière, ils ne pourront pas non plus faire du complémentaire et apporter un plus de revenus à leur retraite qui, peut-être avec le temps, avec l'inflation et tout, va s'amenuiser. Et du coup, ça me vient à la question, c'est-à-dire que si on arrive dans une situation, parce que c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, ils sont déjà dans cette situation-là où on responsabilise énormément les individus sur leur capacité à investir, etc. Même si en France on n'y est pas encore, il y a quand même une fin progressive de ce qu'on appelait l'État-providence, donc une notion qu'on a pu voir pour ceux qui ont fait un peu d'économie, de SES au lycée, quoi. Mais c'est-à-dire que on parle plus d'argent, les gens en parlent plus aussi parce qu'on arrive dans une société comme ça. Mais est-ce que cette société telle qu'elle la perspective qu'on nous donne, elle va pas être, comment formuler ça, c'est plus propice à des personnes qui ont déjà des connaissances ou déjà une socialisation où ils manipulent l'argent à des grandes sommes, j'entends, plutôt qu'à des personnes qui doivent vivre au quotidien avec l'argent sur leur compte courant parce que de toute façon leur revenu c'est un SMIC ou moins, quoi. Je pense que oui, ça peut être un facteur de renforcement des inégalités, bien sûr. Pour rejoindre ce que tu disais, la complexification du système, qu'il soit financier ou fiscal, ça va être encore plus dur pour les personnes qui n'ont pas accès à ces connaissances de se faire à ce système, et on va creuser encore plus les inégalités. Donc, effectivement, je milite en tout cas d'un point de vue fiscal pour une simplification du système et qu'on arrête avec un système toujours plus complexe. On ne sait pas qui paye quoi, dans quelle poche ça va. Et c'est pour ça que l'éducation fiscale, là aussi je rebondis sur ce que tu disais, Pascal, mais c'est une idée de responsabilisation, clairement. C'est une idée de civisme fiscal, c'est une idée de dire, vous contribuez bien à l'impôt, comme ça, les services publics seront efficaces. Et donc, c'est pour ça qu'on va essayer de responsabiliser les gens. Donc, il va falloir en tout cas aller vers une simplification du système, ça me semble absolument indispensable. C'est vrai que ça s'entend. Dans les études, il y a également certains auteurs qui prennent un peu le contre-pied de l'éducation financière et tout, en disant, au fait, on promeut l'éducation financière parce que l'État a échoué à simplifier, à réglementer les institutions financières et tout, et que donc, l'éducation financière ne sera pas une solution, mais plutôt, ce sera une diversion de la part des autorités, des pouvoirs publics, faute d'avoir réglementé le système financier et tout. Et ça s'entend même. Mais ce n'est pas majoritaire en termes d'opinion dans les études en économie, Ok. mais on le voit de temps en temps. Et tout à l'heure, vous évoquiez le fait que est-ce que des personnes qui ont un revenu très peu, Moindre, ouais. moindre, est-ce que finalement, ils pourront vraiment profiter de l'éducation financière et voir le patrimoine augmenter? C'est vrai que les études montrent également que l'éducation financière, à un certain niveau de revenu, peut ne pas être optimale. C'est-à-dire que
vous êtes tellement pauvre que même si vous avez une éducation financière, ça ne va pas vous apporter grand-chose. Euh, Selon votre niveau de richesse, selon les contraintes de temps que vous avez, ça ne va pas vous apporter grand-chose. Mais globalement, ça reste un outil positif et qui va au-delà aussi de l'individuel parce que il y a par exemple des études qui montrent que euh, euh, l'éducation financière peut améliorer la productivité au travail, puisque des études ont montré que les personnes les moins éduquées financièrement, par exemple, passent plus de temps à être préoccupées, à penser à leur situation financière, notamment au travail, comparativement à ceux qui auraient un meilleur niveau d'éducation financière. Et ils ont estimé les chiffres, je sais pas les chiffres en tête, combien ça coûterait à une entreprise. Et donc, peut-être que les entreprises penseraient davantage à éduquer financièrement leurs employés. Et l'autre argument, c'est que ça a également un impact macroéconomique, non pas pour, encore une fois, accuser les ménages, mais il a été prouvé que euh, le manque d'éducation financière des individus, des ménages, a quand même joué un rôle non négligeable dans la crise financière internationale de De 2008, 2008, oui. qui continue d'avoir un impact sur quand même des Qui pays. a un Encore une fois, c'est impact pas... encore, oui, maintenant, mais Ouais, ouais. Enfin, la Mais première cause de la crise des subprimes, Ouais. c'est pas le manque je d'éducation suis d'accord. financière de ceux à qui on a Je suis d'accord. prêté de l'argent. Mais il y a c'était une une bulle Bulle qui est. oui. ouais. Mais ça a joué un rôle quand même, puisque c'est généralement les crises sont multifactorielles et donc le manque d'éducation financière est l'un des facteurs également qui a joué dans cette crise-là. Pascal voudrait réagir, je crois que... En Un fait, des facteurs, j'ai moi, dit. je trouve que en fait, dans cette histoire d'éducation financière là, j'entends ce que tu dis, Geoffroy, c'est-à-dire que ces politiques, elles forment les individus, elles éduquent les individus à la gestion des produits financiers, avec l'idée que il faut qu'ils soient les plus adaptés possibles à la société dans laquelle ils circulent. Bon, ok, à la limite, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je voudrais aussi dire, les enquêtes que j'ai pu faire et d'autres qui travaillent sur les usages sociaux de l'argent, c'est que les plus pauvres, les plus précaires ne sont pas sans éducation financière. La socialisation économique, elle nous dispose à tout un tas de relations économiques, y compris parfois de ce qu'on appelle l'épargne ou le crédit. Et elles ont des capacités, des capabilities, on dirait, hein, dans cette littérature-là, mais aussi des compétences, on pourrait dire économiques, qui sont très ajustées au modèle capitaliste dans lequel on vit. Je prends des exemples. Moi, les enquêtes que j'ai pu faire sur les ménages les plus pauvres, et les plus pauvres, c'est effectivement juste au seuil de pauvreté ou un peu en dessous. Hein, c'est pas les gens dans la rue. Hein, c'est des gens qui ont des petits revenus, des familles monoparentales, etc., avec des charges. Eh bien, c'est des familles qui savent très bien qu'il est important de comparer les prix pour acheter au prix le plus bas. Et donc, ils vont prendre du temps pour aller chez Leclerc, excusez-moi les marques, mais chez Leclerc, C'est chez pas Auchan, chez Carrefour, etc., pour acheter la lessive du mois au meilleur prix. Et ça, c'est des conduites économiques extrêmement ajustées au modèle de société dans lequel on est. Donc, c'est une vraie compétence. Hein. Bien sûr. Alors, des compétences que n'ont pas du tout besoin d'avoir ceux qui ont des niveaux de revenus extrêmement élevés, parce que eux, payer la lessive qu'ils achètent peut-être pour les plus riches, même pas eux-mêmes directement, très très cher, ça n'a pas d'impact sur leur quotidien, mais pour autant, ils se font avoir d'un point de vue capitalistique, à ne pas comparer les prix. Parce qu'ils ont les moyens de se faire avoir. Il y a un peu Oui, cette ils ont les idée-là. moyens de se faire avoir. Et donc ça, c'est important, c'est-à-dire que les plus pauvres ou les classes populaires, les classes moyennes, ont tout un tas de compétences économiques, et heureusement, parce que sinon, ils seraient bien plus noyés qu'ils ne le sont encore. Et donc, et sur la crise des subprimes, moi, je ne suis pas d'accord, parce que c'est une vraie bulle financière. On a ouvert le marché du crédit immobilier aux États-Unis, y compris en baissant les seuils de solvabilité, en faisant croire aux individus et en faisant croire à l'intérieur des banques, dans toutes les institutions de crédit, à tous ces gens-là que oui, ils avaient le droit d'emprunter et qu'effectivement, ils allaient avoir des
des niveaux, des mensualités faibles parce qu'on les faisait emprunter non plus sur 15 ans, mais sur 40 ans, sur 50 ans, etc. Et que oui, c'était bien sûr, c'était les banquiers qui leur disaient vous pouvez emprunter. Et donc ça, c'était pas un défaut de leur éducation, c'était justement que Un mauvais conseil. c'était un mauvais conseil. Et donc les éducants sont pas toujours les meilleurs conseillers. Juste rebondir. Juste pour préciser, j'en ai pas dit que c'était la raison principale. Bien sûr. Oui, Non. ok. Et donc, c'est pas la raison principale, il y a d'autres facteurs également qui ont milité. Mais l'autre chose également, c'est que généralement, on ne considère pas le conseil bancaire faisant partie de l'éducation financière, puisque ce conseil peut être très intéressé. C'est ce que j'allais. Mais dans la donc- définition de l'OCDE Non. aussi. Hein. Donc, pas dans la J'allais définition, justement dans la revenir sur définition ce de l'OCDE, vous allez, si on approfondit un peu, ils ne prennent pas en compte le conseil financier. C'est rejeté. Donc, dans cette définition de l'OCDE, il n'y a pas le conseil financier. Et au-delà même, on pourrait se dire, mais les conseillers bancaires, je veux dire, on pourrait se dire, mais les conseillers bancaires existent, pourquoi est-ce qu'il faut déranger les ménages par rapport à la question de l'éducation financière et tout? Mais les études montrent qu'en réalité, ceux qui bénéficient le plus des conseils financiers et tout, bah, c'est ceux qui ont un certain niveau d'éducation financière, qui bénéficient va. plus de pertinence, de conseils pertinents parce qu'ils ont un peu de matière et qui peuvent discuter, qui peuvent jauger. Ils peuvent où est-ce que je vais placer mon C'est ça. argent Et donc, finalement, si vous avez une bonne éducation financière, vous allez davantage bénéficier de meilleurs conseils auprès des conseils financiers que si vous avez un niveau d'éducation faible. Et du coup, le conseil financier ne saurait être mis en substitution par rapport à la nécessité d'éducation financière. Bah, c'est marrant parce que du coup, en fait, il y a justement, je vais revenir à mon baromètre où il y avait une des questions qui demandait aux gens, en fait, on a demandé aux gens à qui vous faisiez qui vous faisiez le plus confiance quand il s'agit de poser des questions, enfin voilà, d'avoir des recommandations, des conseils sur financiers. Et les gens répondent en majorité leurs des conseillers financiers ou des banquiers. Et là, c'est hyper intéressant puisque, par exemple, l'exemple qu'a donné Pascal, c'est que ils ont été mal conseillés, enfin, les gens ont été mal conseillés aux États-Unis sur les investissements, que finalement, ça peut être intéressé, que les banquiers peuvent avoir des intérêts à conseiller de prendre un prêt à la consommation, ce genre de choses. Je pense qu'on en a tous déjà fait les frais. Enfin, en tout cas, moi, il n'y a pas très longtemps, ça m'est arrivé. Je dis, bah non, en fait, j'ai pas envie de... Voilà. Mais nous inciter à nous endetter pour leur intérêt, puisque derrière eux, ça leur permet de leur apporter de l'argent. Et du coup, ça veut dire que finalement, quand on n'a pas les moyens de se payer quelqu'un qui peut nous donner des bons conseils ou placer et qui comprend bien le fonctionnement du système financier, en fait, finalement, on en revient à gérer notre argent au quotidien et savoir comment fonctionne très bien la question des prix. Et je pense que, je sais pas, je me pose un peu la question, mais finalement, les gens comprennent assez bien comment fonctionne l'inflation quand même. Donc, vu que on peut demander aux gens qui sont là, qui nous écoutent, si je vous demande est-ce que vous comprenez comment fonctionne l'inflation, je pense que la plupart des gens, je comprenne très bien ce genre de choses. Mais pourtant, les enquêtes montrent que le niveau d'éducation financière n'est pas aussi élevé que ça. Enfin, on peut se satisfaire inflation, taux d'intérêt d'une moyenne de 12 sur 20, notamment en France par exemple. La dernière enquête de l'OCDE, c'est qui a noté sur 100 le niveau de littératie financière ou d'éducation financière. On est 12 sur 100 ? Non. Non, pas 12 sur 100. C'est 62 sur 100. Et donc, si on rapporte sur 20, c'est entre 12 sur 20. Okay. Et d'autres pays font beaucoup mieux. Par exemple, les pays nordiques et tout font énormément mieux en matière d'éducation financière. Et les questions qui sont posées ne sont pas aussi compliquées que ça. Hein. C'est des questions sur les intérêts, c'est l'inflation et la diversification des risques. Et donc, oui, on a l'impression que c'est si facile, mais finalement, quand on y va, quand on fait les enquêtes, on se rend compte que il y a une bonne partie quand même de la population qui n'a pas ces notions. Oui, moi peut-être pour rebondir sur ça, peut-être aussi que les ménages qui ont des revenus moindres ne vont pas savoir répondre à ces questions qui restent quand même, il me semble, des questions un petit peu techniques, quand on parle de diversification, des risques.
eux, ce qu'ils veulent, c'est le concret, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le panier, en fait, tout simplement. Et donc, effectivement, peut-être que sur un modèle comme ça, avec 100 questions, oui, il va peut-être pas y avoir de bonnes réponses, mais en tout cas, par rapport à leur situation, peut-être qu'ils sont éduqués financièrement. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais qui était très intéressant en matière fiscale, où tu disais, et c'est vrai, dans un certain sens, que on n'a pas forcément besoin d'avoir une éducation, je parle en fiscalité, hein, très importante, connaître tous les rouages du système fiscal quand on a un niveau de richesse assez faible. C'est vrai parce que quand on regarde, plus d'un foyer fiscal sur deux va pas payer l'impôt sur le revenu. Donc ça reste quand même, voilà, ça va quand même être payé par des personnes qui ont un certain niveau de revenu. Mais il y a une chose, si on dépasse un peu ça, il me semble que l'éducation fiscale, ça peut être intéressant pour comprendre l'ensemble du système et savoir qui paye quoi pour ensuite avoir des billes pour savoir si le système il est juste ou pas. C'est-à-dire que c'est presque savoir si le voisin il paye assez par rapport à ses capacités contributives. Alors il y a une forme un petit peu, voilà, on va regarder un peu peut-être ce qui nous concerne pas, mais quand même l'impôt c'est le contrat social, c'est ce qui permet à la société de tenir. Et donc cette éducation fiscale, ça permet peut-être de renforcer le principe de consentement à l'impôt qui est au fondement de notre démocratie. Donc, c'est peut-être pas que pour soi non plus qu'il faut avoir une forme d'éducation, en tout cas fiscale, à l'égard de cette ressource importante. Absolument. C'est intéressant parce que du coup, si on vient sur la question de l'impôt, la plupart des... voilà, c'est à partir d'un certain niveau de revenu qu'on paye un impôt sur le revenu. Et on se rend compte que finalement, là, on a eu des discussions les derniers mois, c'est plus en France, notamment sur la question de l'imposition des ultra-riches, où les ultra-riches payent finalement, en rapport en pourcentage, moins d'impôts que quelqu'un qui gagnerait 2 000, 3 500 euros par mois, quoi. Donc, et cette question-là, et pour moi, c'est complètement lié aussi avec la question de la redistribution, finalement, et de la question sociale, de finalement, si on prend à quelqu'un qui a plus d'argent, ça veut dire aussi que l'impôt, c'est l'État qui s'en charge et c'est l'État qui va prendre la responsabilité de tenter de réduire les inégalités. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Voilà, c'est la question qu'on se pose. On peut se poser la question, est-ce que ça a fonctionné ? Puisque avant, on faisait en France, en tout cas, il y avait quand même beaucoup plus de confiance dans l'action de l'État qu'aujourd'hui, où on y croit un peu moins, j'ai l'impression. Mais après, c'est peut-être... c'est des impressions, hein. C'est rien de scientifique dans ce que je dis, mais voilà, donc... Finalement, est-ce que la question fiscale, la question des inégalités, tout ça est complètement lié, en fait. Et il n'y a pas que l'éducation financière. Oui. Et en tout cas, je trouve que ce qu'on débat là, ça montre que, en fait, l'enjeu, c'est de réfléchir qui on éduque à quoi. Parce que moi, je me dis, les gens qui ont... Parce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, qu'un des facteurs les plus importants, en tout cas dans les sociétés comme la nôtre, comme la société française de production des inégalités, c'est l'héritage. Oui. Donc, en fait, on sait que quand même, aujourd'hui, l'émancipation sociale et économique, c'est de plus en plus compliqué de sa condition d'existence. Aujourd'hui, la génération des jeunes, aujourd'hui lycéens, par exemple, eh bien, ils ont plus de chances de vivre moins bien que leurs parents que l'inverse. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans ou 30 ans. Donc, en fait... eh bien, on a de grandes chances, quand on est dans des conditions d'existence relativement modestes, on a de grandes chances d'y rester peut-être au moins tout au long de sa vie et d'y contraindre ses propres enfants. Donc, en fait, je me dis, éduquer les plus modestes à l'investissement bancaire, par exemple, moi, je trouve que c'est un peu désajusté. Et que du coup, voilà. Et alors qu'on est dans une société où la plupart des plus riches vivent, et très bien, d'endettement. Les riches sont tous endettés et au-delà d'un niveau de ratio de risque qui est imposé aux plus modestes. Donc, bien sûr, et on est dans une société de consommation, etc. Donc, ne pas s'endetter dans nos sociétés, ne pas hériter d'un capital, ne pas pouvoir accumuler du capital, c'est se maintenir dans une situation où on doit être éduqué à la gestion de son argent, mais pas forcément à la manière dont le prévoient les programmes d'éducation financière aujourd'hui. Donc, parce qu'on peut éduquer les gens, mais ça ne va pas leur faire avoir plus d'argent.
Oui, Et donc, Oui. si on ne parvient pas à épargner, par exemple, qu'on Mhm. est dans le rouge, moi je vais parler, voilà, qu'on est dans le rouge à chaque fin de mois ou au 15 du mois, ben, je vois pas comment on peut préparer une retraite avec son capital. Enfin, à un C'est moment donné, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la question du jour le jour. La plupart des gens comptent un peu sur leur compte courant. Mais Mm. sur la question de l'héritage, est-ce que par hasard, enfin, je me pose la question, comprendre comment fonctionne par exemple nos systèmes d'héritage en France permettrait pas aux gens de se faire moins avoir, parce qu'on entend souvent des gens dire c'est horrible, ils me prennent tout mon argent, je suis obligée de vendre la maison parce que je dois payer tant de comme j'ai De frais de succession. droits succession. de frais de succession. Et il y a beaucoup de gens qui finalement disent que c'est dégueulasse parce que ils devaient en hériter. Mm. Est-ce que mieux comprendre comment ça fonctionne, par exemple, parce qu'il y a quand même, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué d'investir dans l'immobilier pour les jeunes générations et ce sera plus difficile. Mais les générations d'avant ont pu investir et du coup peuvent léguer. Enfin, je ne sais pas quel est le rapport il y a 50 ans par rapport à aujourd'hui, mais est-ce que finalement, bon, ce truc-là de la question de l'héritage, ça peut pas être quelque chose qui peut permettre à des gens de, sauf quand on est très pauvre, hein, j'entends. Oui, absolument. En fait, l'éducation financière reste très utile pour gérer son argent, éviter de se faire avoir, comme tu as pu te faire avoir il y a quelque temps. Moi, je me suis jamais fait avoir. Avoir. Je gère Mais, très bien mon argent. mais, par la banque, j'ai envie de dire. Ah non, je me suis pas fait avoir. Je leur ai dit non. Ah ouais, d'accord. Mais ça, J'ai c'est pas. été rappelée parce que Mm. je vais donner mon exemple du Oui. coup. Mon exemple, c'est à l'époque quand j'étais étudiante, il y a 10 ans, Mm. j'ai fait un emprunt étudiant. Et cet emprunt, je suis encore en train de le rembourser et j'arrive à la fin. Et donc du coup, ma conseillère bancaire m'a appelée pour me demander si votre emprunt arrive à sa fin, ça vous dirait pas de remprunter de l'argent? Je lui ai dit non, non. J'ai pas l'intention, enfin j'ai d'autres choses à payer et c'est pas de nécessité aujourd'hui d'emprunter de l'argent, enfin voilà. Mais du coup je sais pas, enfin peut-être que c'est parce que moi dans ma position où voilà, j'ai d'autres choses et je gère mon argent d'une certaine manière, j'ai dit non, mais est-ce que d'autres personnes diraient oui? J'en sais rien, enfin Et puis, ce serait pas forcément un mauvais choix parce que Bien sûr. voilà, ça n'a pas été un mauvais choix il y a 10 ans de faire ce prêt-là. Il a été intéressant, mais enfin, je veux dire, c'est. Oui, et donc, au-delà de ça, ben, l'éducation financière pour aider à mieux gérer les finances, mais dans certains contextes, c'est même juste pour améliorer l'inclusion financière. Dans certains contextes, dans certains pays, les gens n'ont même pas de produits de paiement, par exemple, avoir une carte. Ils ne savent pas. D'accord. Voilà, et donc, l'éducation financière, selon le contexte dans lequel on est, ben, ça peut avoir différentes fonctions. Par exemple, l'inclusion financière, comme je viens de dire, et s'insérer dans le système financier et bancaire. Ok. Et par ailleurs, euh, s'agissant des inégalités, évidemment, l'éducation financière peut contribuer un peu, notamment en nous évitant de faire des erreurs, en diversifiant, par exemple, la diversification des risques. Le fameux ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, par exemple, Oui. c'est important. Ça a l'air sophistiqué comme notion, diversification des risques, mais c'est aussi simple que ça. Par exemple, diversifier ses sources de revenus. Et ça, par exemple, vous pouvez l'apprendre via l'éducation financière. Et par ailleurs, l'éducation financière peut contribuer à réduire les inégalités, mais ce n'est pas le gros bouton sur lequel, non, bah, bien sûr, bien il faut appuyer pour réduire les inégalités. Il y a d'autres gros Il y a boutons, d'autres leviers voire d'autres qui peuvent leviers, exister pour ça. voilà, comme la justice fiscale, Fiscale, oui. etc. Et donc, il ne faut pas prêter à l'éducation financière le rôle que... Ça va réduire les Non, non. inégalités, c'est la solution à Ça tout. peut réduire, mais ce n'est pas la solution, Mais la panacée. quand tu dis Mais- par exemple tout mettre tes œufs dans ne pas mettre ses œufs dans le même panier, avoir un compte bancaire et avoir du liquide quelque part, est-ce que c'est pas mettre tous ses œufs dans le même panier? Enfin, je me pose la Non. question. Non, mais avoir un livret A et avoir peut-être un peu d'immobilier ou investir Mais il faut sur le pouvoir marché investir. financier. Oui, mais déjà comprendre la notion de je ne mets pas
tous mes œufs dans le même panier. C'est-à-dire investir dans quelque chose de matériel et investir. Mais par exemple, si on parlait de la société de consommation, on investit dans des produits matériels enfin, voilà, qui sont à des montants moins importants. Mais est-ce que ça, c'est pas mettre tous ses œufs dans le même panier? Mais en même temps, par exemple, si on achète une voiture, elle va perdre de la valeur avec le temps. Donc, il faut absolument que ce soit des gros investissements. Non, pas forcément. Aujourd'hui, par exemple, on voit qu'avec très peu d'argent, les gens investissent sur les marchés financiers. On peut prendre l'exemple des jeunes, par exemple, avec les crypto-monnaies et Oui, il tout. y a beaucoup de ça maintenant. Oui. Et donc, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour investir, par exemple, sur les marchés financiers. Absolument pas. Et si vous ne comprenez pas la nécessité de diversifier les risques, de diversifier vos actifs, bah, vous allez, par exemple, vous faire avoir sur les marchés financiers. Hein. Si vous n'intégrez pas le fait que vous pouvez perdre de l'argent, même en capital, par exemple, sur les marchés financiers, ça peut être compliqué. Et même quand on n'en a pas beaucoup d'argent, aujourd'hui, on arrive à investir sur les marchés financiers. Donc, ce n'est plus réservé à l'élite ou bien à ceux qui sont immensement riches, comme on pourrait le croire. Les marchés financiers, c'est presque accessible à tout le monde aujourd'hui. C'est une uberisation des marchés financiers, c'est un peu ça le. Mais du coup, ça, enfin, tu parles des jeunes, c'est vrai qu'il y a eu des enquêtes sur ce sujet-là, parce que c'est de plus en plus, il y a des applications où on peut miser un peu d'argent. J'ai l'impression que c'est presque comme un jeu, en fait. Ils ont un peu gamifié ce truc-là. Oui. Mais est-ce que, enfin, c'est quand on a l'espace pour penser à ça, finalement. Est-ce que c'est pas qu'on... on revient toujours à la même question, est-ce qu'il faut avoir l'espace pour se dire, je vais diversifier mes investissements, quoi. Enfin, l'espace En tout cas, mental. je ne sais pas à quelles études tu fais référence, mais pour l'instant, moi, je ne connais pas vraiment d'études qui montrent qu'il y a un pourcentage massif des jeunes de classe populaire qui investissent et qui boursicotent, hein, et que ce soit efficace. De plus en plus, oui. De plus en plus, Ok. le phénomène est mesuré par l'AMF et l'OCDE, comme quoi de plus en plus les jeunes, notamment séduits par les discours sur les réseaux sociaux, par les influenceurs et tout, n'hésitent pas à investir sur les marchés financiers. Et paradoxalement, ils ont une super confiance en eux, alors qu'en réalité, ils n'ont pas une très bonne connaissance d'éducation financière. Et donc, cette surconfiance fait que parfois, ils s'exposent à des risques qu'ils ne Perdent de comprennent l'argent. pas. Ok. Et donc, l'éducation financière peut venir un peu calmer un peu leurs ardeurs sur ce point-là, par exemple. Dans un cas où, voilà, on investirait comme ça, quoi. Mais est-ce que tu as des chiffres sur ça? Parce que je suis tout à fait d'accord avec toi et je ressens ça hein, quand on regarde les réseaux sociaux. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. On voit qu'il y a une forme de banalisation des marchés financiers hein, avec tout ça. Mais comme tu le disais, classe populaire, on prend quelqu'un entre 20 et 25 ans. Je suis pas sûr quand même qu'il y ait un fort pourcentage de personnes qui acquièrent des titres de société, qui vont commencer à faire des échanges, qui vont ouvrir des comptes de crypto. Moi, les jeunes qui ont pu se confier à moi sur cette question, mais plutôt d'un point de vue fiscal sur des comptes de crypto-monnaie, ça restait quand même un profil assez classique, hein, avec une famille aisée, avec un père qui était déjà entrepreneur dans ce domaine. Donc, je sais pas, certes, ça a changé, ça a peut-être banalisé les choses, ça expose à de nouveaux risques qui posent de grands problèmes. Hein. Il y a des gens qui se font avoir foncièrement, mais est-ce que ça a vraiment changé le profil de l'investisseur? Je sais pas. Ah ben, depuis la Covid-19, ce que les études montrent, c'est que de plus en plus, les jeunes, notamment les gamers, sont de plus en plus appâtés par l'idée d'investir sur les marchés financiers. Souvent, il n'y a pas un grand pas entre, par exemple, miser, faire des paris sur les paris sportifs et investir, par exemple, sur les crypto-monnaies. Et parfois, la frontière, Elle est fine. elle est fine. Et donc, quand ceux qui parient, ceux qui font les paris sportifs, ce n'est pas les personnes les plus forcément riches. Et donc, Non. voilà. Et donc, la frontière, elle est mince et on peut passer rapidement des paris sportifs à l'investissement. Moi, de mon point de vue, j'y vois un gros risque. Hein. Je me dis, en fait, c'est jouer avec l'argent, quoi. Mais moi, je dirais aussi que
En fait, il faudrait qu'on ait. Moi, j'ai pas travaillé là-dessus, mais enfin, ça m'intéresse cette discussion, ça va me faire regarder ça un peu de près. Mais moi, j'encadre le travail d'une thésarde là, qui travaille depuis 2 ans sur plutôt les individus qui cherchent justement à épargner sur des produits éthiques, etc., et qui montrent qu'il y a un développement aussi de résistance aux produits financiers, de gens qui résistent aussi à mettre y compris, parce que sur les épargnants solidaires, socialement, c'est qui et notamment parmi les plus jeunes, c'est les classes sup qui investissent sur les produits éthiques. Donc, parce que ça ne veut pas dire que les classes populaires ne sont pas sensibles aux questions environnementales, etc., mais elles n'ont pas les moyens d'investir sur les produits éthiques. Et là, elle fait une grosse étude à l'échelle nationale. Voilà, ceux qui épargnent solidairement, durablement, etc. C'est des gens qui ont des capitaux. Mais en tout cas, dans ces populations-là, il y a aussi des gens qui veulent essayer de s'extraire des produits financiers, de mettre leur argent ailleurs, d'investir localement, etc. Donc, moi, je dirais qu'on aurait tout intérêt à vraiment très, 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 très bien documenter la variation sociale et économique du rapport à tous ces produits financiers. Parce que, voilà, je pense qu'il y a aussi des tas d'individus, y compris politiquement, sont plutôt favorables d'un certain côté. Moi, ça m'intéresserait de voir tous ceux qui sont favorables au développement des marchés financiers aujourd'hui dans nos sociétés, ceux qui veulent que ça grossisse, que les bulles financières grossissent pour pouvoir faire plein d'argent, et puis ceux qui sont plutôt dans la résistance à ça. À mon avis, c'est pas tout à fait les mêmes. Et puis ceux qui font ça comme un jeu, etc. Et quand on dit il y a de plus en plus de jeunes, il y a de plus en plus, moi je trouve que ça, c'est pas assez précis. Aller enquêter sur faut aller savoir qu'est-ce qui dispose à aller acheter de la crypto-monnaie comme on joue au jeu au pari en ligne. Qu'est-ce qui dispose à résister à l'investissement crypto et qui dispose à mettre de l'éthique dans l'argent? Ça, c'est Viviana Zelizer qui dit que l'argent, c'est un formidable outil de marquage social. Et donc, je pense que dans les investissements, il y a aussi à regarder précisément qu'est-ce qui fait, par exemple, moi, ça m'intéresserait, qu'est-ce qui fait qu'on dit non au crédit à un moment donné, au deuxième crédit, par exemple. Au deuxième. Voilà, qu'est-ce qui fait que, il y a sans doute de la socialisation familiale, de la socialisation universitaire, il y a plein de choses qui font que... Je peux répondre à la question. Oui. Parce que j'ai eu la possibilité... Enfin, moi, j'ai investi en immobilier, j'ai pas toute seule, mais j'ai investi en immobilier. Et donc, du coup, j'ai déjà un crédit. Et que du coup, voilà, cet investissement, il est déjà assez important. Et que j'investis... J'ai pas envie de contracter un autre prêt actuellement, ou en tout cas pas toute seule pour de la consommation, parce que j'en estime pas avoir le besoin. Mon niveau de revenu me permet d'investir dans l'immobilier et d'accéder aux biens de consommation. En tout cas, je me sens pas... je diversifie mes placements, mais et là, c'est très personnel. Là, c'est vraiment moi en tant qu'individu, mais je viens aussi d'un milieu social où il y a du patrimoine et que je sais que je serai pas en manque d'argent et que j'ai aussi et pourtant on n'est pas je pense pas qu'on fasse partie des personnes les plus riches, mais parce que il y a dans ma famille des gens qui ont eu les moyens à une époque d'investir et du coup voilà, mais et donc voilà, je peux investir et c'est cool. Et donc oui, je vais pas dire oui à un crédit conso alors que j'en ai pas besoin. Et que voilà, au quotidien, je me débrouille très bien toute seule. Et là, par exemple, les enquêtes sur le crédit conso, je pense à Hélène Ducourant, notamment, qui a beaucoup travaillé là-dessus, montrent, et voilà, nous, on avait travaillé avec Pascal Glémin sur le microcrédit. Et aujourd'hui, la plupart des gens qui font du crédit à la consommation, alors que normalement, c'est en partie pas interdit, mais régulé par la loi, font du crédit à la consommation, du crédit revolving,
pour rembourser des dettes, en fait. Oui, et donc ils se Et donc, en fait, surendettent, c'est hein. même pas pour accéder à un bien de consommation de luxe dont le banquier lui dirait vous n'avez pas besoin de ça ou vous n'avez pas les. C'est juste pour. Parce que, en fait, eh bien, ils ont contracté des crédits pour pouvoir finir les fins de mois. Et puis ensuite, les fins de mois sont encore plus difficiles parce qu'il y a un crédit à rembourser. Donc, on refait un crédit pour rembourser le crédit. Et donc, il y a beaucoup de dossiers de surendettement aujourd'hui. Il faut savoir quand même que les dossiers de surendettement sont en augmentation depuis plusieurs années et que la plupart des dossiers de surendettement sont sur du crédit revolving de remboursement de dette, alors que normalement, c'est régulé par la loi, y compris le microcrédit depuis la loi Borloo de 2005, qui était censé financer un prêt pour acheter une voiture pour pouvoir aller bosser, etc. Et là, qui empêchait le crédit pour remboursement de dette, finalement, il y a des failles dans le système qui font qu'il y a aussi du microcrédit qui a servi à rembourser des dettes. Donc, Oui. Et sur le crédit conso, maintenant aussi, il y a beaucoup de microcrédits conso, c'est-à-dire que pour acheter des biens de consommation, maintenant, on peut contracter un crédit sur 3-4 mois. Donc, ça se fait beaucoup, hein. Après, ça permet d'étaler les dépenses, hein. Pour les gens, c'est finalement pas si mauvais que ça, mais c'est un et truc par qui se rapport fait à beaucoup. l'éducation financière, en tout cas, les enquêtes qu'on a pu faire, nous, là, sur les usages sociaux de l'argent, moi, parce que les banquiers ont beaucoup ces discours-là, les gens font n'importe quoi, ils ne se rendent pas compte, ils font des crédits à la consommation, voilà, dans les grandes surfaces et tout ça. En fait, quand on fait des entretiens un peu approfondis avec ces gens-là, ils savent très bien ce qu'ils font. Il y en a très, très peu qui sont non éduqués au taux d'intérêt trop élevé, au fait qu'ils vont s'endetter. Une grande partie des gens avec qui nous, on a fait des entretiens, savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Mais en fait, ils ne savent pas comment faire autrement que d'accéder à ces crédits à la consommation, parce que la plupart du temps, ils sont inclus du point de vue bancaire, puisqu'ils ont une banque. Aujourd'hui, ce que je disais, 99% de la population a un compte bancaire, et pas chez CTLM ou Sofinco, un compte bancaire dans une banque de réseau, etc. Mais en fait, leur niveau de revenus et leur solvabilité est telle qu'ils n'ont jamais accès à des crédits à la consommation classique en banque. Et donc, ils se tournent vers les institutions de crédit à la conso qui sont moins regardantes. Qui acceptent, qui Et qui ont valident des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, etc. Et puis, Oui. ils se retrouvent un peu enchaînés à ces trucs-là, mais ils ont conscience de ce qu'ils ont fait la plupart du temps. Il y avait une question, mais je pense que ça va permettre de remonter. Question dans le chat. C'était quelqu'un qui disait que j'ai l'impression que l'information financière dont on peut bénéficier dépend de notre niveau de ressources. Mais du coup, c'est vrai. Enfin, finalement, c'est un peu. Mais ça dépend. Qu'est-ce qu'on considère Voilà. Il faut toujours nuancer. Quoi. Ça dépend qu'est-ce qu'on considère. Je trouve que quand même la numérisation, l'avènement d'Internet a un peu rebattu les cartes. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Pascal, sur les crédits à la conso. Je pense que les gens savent ce qu'ils font. Voilà. Je pense que... Mais par contre, et c'est exactement ce que tu disais, il y a des gens qui se pensent éduqués financièrement alors qu'ils ne le sont pas. Absolument. Avec ces marchés financiers et Internet, alors on a l'impression, on a des formations express qui sont vendues en 2 jours et on a l'impression qu'on est le loup de Wall Street. Et on se met en danger, on va faire des choses ensuite complètement dingues et on s'expose à des risques qui sont complètement disproportionnés par rapport à notre niveau de patrimoine. Et ça, c'est un vrai problème et je pense que ça va amener à s'intensifier. Et c'est pareil en matière de fiscalité, hein. C'est un métier à part et le numérique, Internet tend à nous faire croire qu'on est des surdoués de la matière. Ça a diversifié les différentes sources de formation. Oui. Et on parle il y a des influenceurs qui vont parler d'investir en bourse, mais on voit aussi des influenceurs qui vont parler de la gestion au quotidien, il faut d'utiliser beaucoup plus le liquide, par exemple. Enfin, en fait, il y a vraiment une grande diversité d'infos. Parce que là, on arrive sur les influenceurs, mais je trouve que c'est quand même important d'en parler. Parce qu'il y a la socialisation primaire au sein de la famille, mais en fait, la socialisation secondaire, aujourd'hui, elle est quand même hyper impactée par Internet et ce qu'on peut avoir sur Internet, quoi. C'est pour ça, d'ailleurs, que intégrer des programmes d'éducation financière à l'école, où là, en griffe, il n'y a pas de discrimination selon le genre, selon le revenu, ou bien selon qu'on soit sur Internet ou non, peut permettre d'arrondir un peu les choses et donc de permettre à ce que tout le monde, à peu près, soit au même niveau d'information et parfois corriger les biais, les informations, les fausses informations, les informations
non correctes que l'on peut avoir sur Internet. Et donc, tout l'intérêt d'avoir un dispositif public, une stratégie, une politique qui fait que dans un environnement comme l'école où tout le monde a accès, on puisse avoir accès à l'éducation financière. Du coup, ça voudrait dire qu'on part du principe que l'école républicaine est égalitaire. Mais par exemple, du coup, ça veut dire la question de finalement, ça a été mis en place dans les pays anglo-saxons. Est-ce que ça a eu vraiment un effet? Oui, les études montrent que certains programmes ne sont pas efficaces, justement parce que, comme je l'ai dit au début, ne sont pas suffisamment ciblés, ou que les formateurs ne sont pas suffisamment formés. Les enseignants qui dispensent les cours eux-mêmes ne savent pas de quoi ils parlent, en fait, ou que les formations ne sont pas continues. Parfois, les formations, parce que trop loin de l'application, par exemple, je reçois une formation sur la retraite, je ne suis pas encore en mesure de mettre en place un plan de retraite, cette formation n'aura pas vraiment un impact sur mes comportements. Et donc, selon la manière dont le programme d'éducation est mis en place, ça peut avoir un impact ou non. Et donc, en fait, c'est pas du tout tranché. Les programmes d'éducation financière, il y en a qui n'ont pas du tout d'impact et d'autres, par contre, qui ont des impacts. Donc, c'est bien de mettre en place des programmes d'éducation financière. Encore faudrait-il s'assurer que ces programmes soient Qu'ils soient efficaces. Ouais. Ouais, alors, moi, je sais, en tout cas, nous, les sociologues, on travaille sur ce qui existe. Des programmes d'éducation financière, il n'y en a pas vraiment en France aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, je dirais que, parce qu'on dit les riches sont plus éduqués financièrement que les pauvres, enfin, c'est un peu binaire, mais on l'a un peu dit comme ça, là, aujourd'hui. Mais en fait, c'est que ça se joue pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que là, donc il y a les socialisations primaires, secondaires, etc. Mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est aussi que quand on a vraiment des niveaux de capitaux plus élevés, c'est pas qu'on est éduqué financièrement, c'est qu'on est conseillé. Parfois, en fait, on délègue à des experts la gestion de son patrimoine. Donc, on n'a même pas besoin de savoir plus qu'un pauvre comment ça marche vraiment, parce que quelqu'un vous explique dans des mots vulgarisés ce que ça veut dire, etc. Et puis, on fait à votre place, on vous demande juste de trancher entre 2 ou 3 produits, etc. Donc, et donc, soit on délègue, on est en plus, effectivement, on a manié plus d'argent, donc on sait plus comment ça marche, etc. On a plus de patrimoine immobilier, de patrimoine financier. Et tous les gens qui s'occupent de votre argent avec vous, eh bien, sont dans une logique de conseil et de maximisation du capital. Quand vous êtes plus pauvre, en fait, c'est pas, on vous éduque, mais dans une autre finalité. C'est-à-dire que c'est bien plus du contrôle sur l'usage de son argent que de l'éducation au sens strict du terme. Moi, si on reprend ce qui existe, qui est les conseillères en économie sociale et familiale. Les conseillères en économie sociale et familiale, qu'est-ce qu'elles font? Elles aident à la gestion du budget domestique les familles les plus modestes. Et donc, ce qu'elles leur expliquent, c'est de ne pas vivre au-dessus de leurs moyens, c'est d'économiser et d'emprunter le moins possible. Si elles sont dans le rouge, elles vont expliquer comment réduire certaines dépenses, comment prioriser d'autres, etc. Et donc, elles vont, quand je dis contrôler, le mot est peut-être un peu fort, mais elles vont leur apprendre à avoir une gestion économe et prudentielle de leur argent. Ouais. Et donc, c'est pas du tout dans la même logique qu'un conseiller fiscal qui va rencontrer monsieur et madame qui ont un patrimoine dont il va falloir savoir comment le gérer. C'est pas du tout la même chose qui se joue. Et donc... voilà, je pense et puis après, il y a toutes les classes moyennes au milieu, là, qui elles... Ouais, bien sûr. Oui, et donc le banquier qui ont confiance, effectivement, je ne suis pas du tout surprise, moi, de l'enquête, là, qui ont confiance à leur banquier, parce que c'est le seul qu'elles ont sous la main pour de temps en temps, leur expliquer s'il vaut mieux faire une assurance vie risquée ou une assurance vie pas risquée, etc. Des petits outils comme ça. Bon, voilà, c'est le banquier qui va leur expliquer. Permettre d'avoir un peu d'argent de côté. Oui, c'est du classique. Quoi. Voilà, et donc là, progressivement, comme leurs parents avaient aussi une assurance vie, leurs parents avaient aussi un livret A, etc. Bon, il y a de la socialisation familiale. Ils discutent avec des copains qui sont à peu près du même niveau qu'eux, qui ont les mêmes produits et tout ça. Donc, il y a de la socialisation qui se fait aux produits financiers. Je ne parle pas à l'argent, à l'économie. Mais en tout cas, les plus pauvres, quand ils sont éduqués à l'argent, c'est dans une visée pour leur apprendre
à Contrôler à et vivre vivre avec leur argent. avec leur argent, quoi. Je pense qu'on assimile trop éducation financière à capacité de faire des Mais montages oui, complexes. mais oui. Voilà, bon, effectivement, quand vous avez beaucoup d'argent, quand vous avez des sociétés dans plein d'États différents et que vous avez un conseiller fiscal, là, il y a moyen de faire des choses qui dépassent l'imaginaire. Mm. Voilà, mais bon, quand on est sur quelque chose de classique, ça ne veut pas forcément dire qu'on a plus d'éducation financière, ou c'est juste qu'on fait par rapport aux moyens qu'on a, on délègue, Mm. et bien voilà, avec un but qui est assumé, qui est celui de payer le moins d'impôts possible dans la légalité, quoi. Et justement, que ce que tu disais, Geoffroy, c'est que certains se risquent à faire des montages complexes parce que la crypto-monnaie, c'est pas simple du tout de le faire dans les règles de l'art financier. Et en fait, du coup, bah, les réseaux sociaux, entre autres, eh bien, vont faire croire à des individus qu'ils ont les capacités à se positionner sur ces espaces qui est en fait réservé à ceux qui ont les ficelles de ce type de pratique, soit parce qu'ils les ont eux-mêmes, voilà, soit parce qu'ils sont conseillés par des vrais experts qui les aident à faire les bons choix. Et donc, moi, je voudrais bien voir tous ces jeunes qui vont aux crypto-monnaies via les réseaux sociaux et l'emballement généralisé. Moi, je serais intéressée pour qu'il y ait une enquête qui soit produite sur qu'est-ce que ça Un sujet donne de pour eux, thèse. quoi. Qu'est-ce que ça donne pour eux? Oui, mais ce que ça donne, c'est que certaines s'exposent à des risques non calculés. Et voilà, par ailleurs, l'éducation, c'est certainement qu'il y a peut-être des formations qui visent à une gestion prudentielle ou avec prudence de leur budget, mais l'éducation financière de manière globale ne se résume pas à ça. Dans d'autres pays, c'est par exemple pour davantage investir, encourager les gens à investir sur les marchés financiers. Même en France, il y a des mesures, même notamment fiscales, qui sont prises pour que les gens s'investissent davantage sur les marchés financiers, par exemple. Et ça, c'est pas dans une option qu'on le contrôle ou qu'on les maintienne pour. Bien au contraire, c'est davantage investir sur les marchés financiers, apporter des ressources à des industries, ça s'appelle l'industrie de l'armement, etc., etc. Ça, par contre, par exemple, c'est pas dans une optique de on maintient les gens pauvres, bien au contraire. C'est sortez votre épargne parce qu'en France, les gens ont beaucoup d'épargne. Le taux d'épargne est énorme en France, mais généralement, c'est sur le livret A. Sortez un peu votre épargne de votre livret A et investissez ça sur les marchés financiers. Et ce discours, on l'entend beaucoup. Je Et donc, confirme. c'est pas du tout, comment dire, contenir les gens dans leur pauvreté, etc. Mais ça, c'est une volonté. Enfin, c'est très politique en fait. Et du coup, ça me vient à la question. J'en viens à la question fiscale. C'est de la législation, c'est-à-dire que voilà, c'est des choses qui sont mises en place. Bon, en France, voilà, depuis les 10 dernières années, on a quand même eu pas mal de mouvements là-dessus et on a beaucoup encouragé ça. Et en même temps, là, récemment, on nous dit il faut aussi rééquilibrer parce que, en fait, finalement, on a fait une politique fiscale pour inciter les gens à investir. Est-ce que ça a vraiment fonctionné? Pas énormément. Pas énormément. peux- Pour le moment, pas énormément, mais s'agissant de l'investissement sur les marchés financiers, les études montrent que ça a eu un impact un peu, surtout ceux qui ont déjà l'habitude d'investir sur les marchés Voilà. financiers. Mais par contre, Ouais. ça n'a pas fait déplacer ceux qui n'investissaient pas déjà. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a un problème de méfiance des gens quand même dans l'investissement. Je pense que c'est pas. Alors on dit pourquoi est-ce que les personnes ne vont pas investir, effectivement, prendre des actions dans des entreprises innovantes ou. Mais c'est parce qu'ils ont peur. C'est parce qu'ils ont peur et c'est pas forcément un manque d'éducation financière. Moi, je le vois quand je discute avec des amis de produits de placement qui sont classiques, qui pourraient leur faire payer moins d'impôts. Alors, il peut y avoir effectivement la justification morale de dire bah non, j'ai envie de payer un montant d'impôt en capacité. Et ça, il y en a. Mais il n'y en a pas non plus tellement, quand même. Il y en a, il y en a. Il y en a, mais quand on creuse un peu, on va souvent demander ah oui, mais peut-être que je vais investir ou pas. Mais il y a une véritable méfiance sur ça. Je suis d'accord. Est-ce que c'est un manque de confiance? Oui, il y a une peur, parfois la peur du risque, qui peut être justifiée par le fait qu'il n'y a pas de clarté. On ne comprend pas ce qui se passe. On ne sait pas comment ça fonctionne. Et comme on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne veut pas prendre le risque de s'y hasarder, par exemple. Et donc, parfois, quand on nous explique qu'on a
une séance de formation et qu'on comprend mieux comment ça fonctionne, la peur, elle ne disparaît pas totalement, mais elle se réduit. Le risque, l'aversion qu'on a au risque diminue un peu parce qu'on a une meilleure information sur les marchés financiers. Il y en a, par exemple, quand ils entendent la bourse, pour eux, c'est franchement à ne pas y aller, quoi. Mhm. Mais après, quand ils sont informés, quand ils savent ce que ça veut dire, comment ça fonctionne, c'est acheter, détenir une part d'action d'une entreprise, etc., le niveau d'appréhension qu'ils ont par rapport au risque peut baisser et peut les amener maintenant à investir. Et donc, l'éducation financière peut avoir également ce rôle-là de baisser un peu l'appréhension que l'on a du risque, notamment s'agissant des marchés financiers. Ok. Mm. On arrive bientôt à la fin. Je vais juste repenser, enfin, dans toute cette discussion, je repensais à un exemple que tu avais donné, Pascal, quand on avait échangé pour préparer cette émission, sur les aristocrates, la noblesse notamment, qui fait partie des catégories sociales plus aisées. Ils ont du patrimoine, mais pourtant, ils ont justement, ils prennent pas au sens de risque, ou moins Alors, en tout cas, ils ont un rapport différent à ça. J'avais En juste fait, j'avais conclure pris un peu cet là-dessus. exemple mais- parce ce qu'on essaye de creuser, c'est qu'est-ce qui fait que les gens vont faire tel ou tel, aller vers tel ou tel produit, avoir telle ou telle pratique économique. Et on parlait du crédit. Et moi, je disais que, évidemment, l'endettement, c'est très contraint pour ceux qui ont un ratio de risque faible, un niveau de solvabilité faible. Mais il y a aussi des gens qui ont des niveaux d'avoir importants et qui n'ont pas du tout envie d'emprunter, par exemple. Alors, sachant que l'investissement, c'est un peu autre chose, mais Oui. les familles aristocratiques ont un rapport à l'argent qui est spécifique. Il faudrait lire dans le détail les Pinsons Charlot pour évoquer ça. Mais en tout cas, sur la petite enquête qu'on avait faite, moi, j'avais rencontré effectivement une femme aristocrate, plutôt âgée, qui effectivement m'avait expliqué qu'elle ne voulait absolument pas s'endetter et que la seule fois dans sa vie, pour des raisons, dans ces familles aristocratiques, ce qui est très important, c'est le maintien du patrimoine pour la transmission. Et que l'endettement, c'est finalement empiéter sur le patrimoine parce que il y a quand même, si on emprunte, on a à rembourser. Et donc, voilà. Et donc, la logique de ces familles aristocrates, c'est plutôt une logique de thésaurisation et dans les coups durs, éventuellement se priver pour maintenir le capital. Et donc ça, c'est des logiques qui sont transmises. Et elle a eu une période un peu difficile, cette femme, parce qu'elle elle a été veuve un peu trop jeune, elle ne travaillait pas. Et donc là, en fait, elle dit, j'aurais eu besoin d'emprunter parce que les avoirs de son mari étaient bloqués, le temps du décès, etc. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ce qui a joué, c'est la solidarité, en fait, de l'entre-soi, qui fait qu'elle dit, et je dis, alors vous avez fait comment ? J'ai eu beaucoup de cadeaux. Et donc je dis, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la communauté, il y a une solidarité qui s'est jouée et les gens lui ont donné de l'argent, donné des choses, etc. Ce qui n'était pas vraiment étonnant. Je dis, est-ce que ça vous a gêné ? Elle dit, non, j'ai beaucoup de reconnaissance. Parce que c'est resté dans l'entre-soi, etc., ce qui lui a permis de résister au crédit. Et elle avait dit, quand je lui avais dit, mais avez-vous des crédits ? Elle m'a dit, le crédit, non, jamais. Et j'avais fait un entretien quelques temps plus tard avec une femme, famille monoparentale, des revenus qui... j'ai re-regardé pour l'émission l'entretien, qui variait entre 500 et 1000 euros par mois à l'époque, avec 2 enfants à sa charge, et qui, elle, évidemment, n'empruntait pas, parce que de toute façon, la banque ne voulait pas faire qu'elle emprunte, mais aussi qui était dans une logique aussi où elle préférait faire jouer les solidarités des familles de l'immeuble temporairement ou de faire jouer les solidarités sociales, donc d'aller au Resto du Cœur de temps en temps, etc., même si ça lui coûtait, plutôt que de chercher à emprunter. Parce que elle, elle était d'une famille ouvrière, un sou est un sou, elle me raconte ça, voilà, et que finalement, elle sait très bien que emprunter, ça va la mettre dans une situation encore plus compliquée que celle qu'elle vit aujourd'hui. Donc, c'est une autre solidarité qui va jouer, la solidarité sociale, mais en tout cas, elles résistent au crédit pour des raisons. Elles sont dans des univers complètement différents, mais elles y résistent pour des raisons que les structures sociales peuvent expliquer, que leur socialisation peut expliquer, que leurs dispositions peuvent expliquer. Et donc, je trouvais ça intéressant que là, ce n'est pas le niveau de revenu qui fait qu'elles résistent au crédit, mais elles y résistent quand même pour des raisons différentes. Ouais. Je confirme que le culturel peut avoir également un impact sur les comportements économiques, de même que le niveau de revenu, l'éducation, le niveau d'éducation financière, le statut professionnel, le statut économique.
De même, le culturel également, comme tu le mentionnes si bien, peut également déterminer la manière dont on se comporte économiquement aussi. Et juste pour finir, ces deux femmes, parce que je m'en souviens, elles avaient vanté, entre guillemets, toutes les deux, les mérites de la privation. D'accord. Et en fait, et je me souviens de cette vieille femme aristocrate qui disait, mais qui réenchantait, elle, parce qu'elle était sortie de ça. On n'avait pas de chauffage, mais qu'est-ce qu'on était joyeux, etc. Alors que pour l'autre femme, effectivement, elle aussi, elle me raconte qu'elle baisse le chauffage. Alors c'est beaucoup moins joyeux et parce que c'est durable. Mais en tout cas, elle dit, il vaut mieux se priver que que s'endetter. Est-ce que D'accord. c'est encore le cas, ça, aujourd'hui? Est-ce que ça s'est pas un peu perdu sur j'ai l'impression quand même qu'il y a une banalisation du recours à l'emprunt, enfin que c'est quand même plus... Ouais, il y a pas... C'était pas il y a si longtemps, hein, l'enquête, non plus, C'était il y hein. a C'était combien il y de a temps? 10 ans. Hein. D'accord. Donc, Ah oui. Ouais. Est-ce qu'il y a une évolution là-dedans? Non, mais je parle pas le fait que l'enquête ait été fait il y a longtemps ou pas, mais à l'égard de cette personne qui était quand même relativement âgée. J'ai l'impression que c'est plus un discours que j'entendais chez... Dans l'aristocratie, dans les D'accord, familles ouais. aristocratiques, le recours à l'emprunt, c'est vraiment un truc qui est très, très faible. Hein. Mais ça vaut D'accord. pas. Là, c'est un exemple particulier parce que c'est l'aristocratie. Ça vaut pas forcément pour tous les hauts revenus qui ont peut-être pas ce même rapport. Non, c'est pour ça que dans ces le risque est familles- peut-être plus présent chez Dans ces d'autres familles, il types. faut relire Les Pinsons Charlot, mais la question du patrimoine et de la transmission du patrimoine, elle prévaut sur tout autre type de conduite économique. Mais c'est vrai, tu as raison, parce que quand on regarde en fiscalité, tout est fait pour transmettre le patrimoine à bas coût avec des packs du trail où on va donner des titres de société. Et effectivement, où on vit, on va laisser thésauriser des revenus dans les sociétés, on va un peu en sortir pour la consommation, mais le but, c'est de transmettre le plus d'argent possible. Donc effectivement, ouais, d'accord. C'est hyper intéressant. Bon, on arrive à la fin. Il est 18h30. Est-ce que on se dit que c'est notre mot de conclusion? Ça vous va? En tout cas, bon, je pense que voilà, tout cet échange nous a montré quand même qu'il y a beaucoup de choses à nuancer. Vu que les points de vue sont différents, il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées. Et j'ai vu plein de sujets qui pouvaient se dessiner, mais malheureusement, on ne va pas avoir le temps. En tout cas, merci à tous les trois. C'était super intéressant. Merci d'être venus, d'être intervenus. Pour ceux que ça intéresse, il y a des articles qui vont être publiés sur Écosciences sur le sujet, sur des sujets qu'on a abordés, et puis d'autres sujets justement sur les politiques fiscales, sur voilà, le rôle de la Banque Centrale Européenne, ce genre de choses. Enfin voilà, toutes ces questions autour de l'argent. Donc n'hésitez pas, si vous voulez creuser un peu plus le sujet, à aller voir. Et puis on se retrouve bientôt, puisque on se retrouve le 9 avril, si je ne dis pas de bêtises, pour une autre émission sur, alors pas du tout sur le même sujet, plutôt justement sur la question de la transition écologique et la transition dans les nouvelles technologies. Donc on est vraiment sur autre chose, mais plutôt économique et dans le futur. Enfin voilà, qu'est-ce qui va se passer? Mais on a un peu évoqué ça finalement d'une certaine manière avec les investissements, les placements financiers et enfin voilà. Donc merci beaucoup, et puis on se retrouve bientôt, et puis à bientôt peut-être pour d'autres émissions, d'autres sujets ou d'autres interventions. Merci Merci. encore. À Merci bientôt. pour tout.